Récemment, une chienne collet égarée a été retrouvée morte par son propriétaire en Haute-Lusace. Sa carcasse avait été en partie dévorée, très probablement par des loups. 4 semaines plus tôt, en Basse-Saxe, 3 loups ont poursuivi une cycliste qui se rendait à son travail. Les prédateurs réintroduits ne représentent-ils pas un danger vital évident pour les hommes, en particulier les enfants? Dans le documentaire suivant datant de 2018, vous découvrirez des faits actuels et historiques à ce sujet. Pour beaucoup de citadins, le retour du loup signifie la même chose que le retour de la nature. C'est pourquoi beaucoup saluent et acceptent la présence du loup dans l'espace européen. Le cinéaste et éleveur de chèvres français, Bruno Lecomte, qui a réalisé un documentaire complet sur les graves conséquences du retour du loup en France, en est cependant convaincu. La plupart des gens ne connaissent pas les tenants et aboutissants du loup. Ils sont mal informés et ont oublié les véritables conséquences de la présence du loup. Le documentaire suivant présente donc non seulement des faits historiques passés sous silence, mais aussi les conséquences, les développements et les dangers actuels que représente pour l'homme et l'environnement une présence croissante du loup dans des paysages densément peuplés. L'élevage d'animaux en pâture favorise dans une large mesure la biodiversité dans notre nature. Les moutons sont par exemple utilisés pour l'entretien des biotopes. Les pâturages sont ainsi protégés de l'érosion et de l'embroussaillement. La couche herbeuse et la vie du sol restent intactes. La diversité des fleurs et des plantes offre en outre un habitat à de nombreux animaux, comme les papillons, les insectes ou les oiseaux nichant au sol. Avec leurs excréments, les animaux de pâturage répandent des graines de plantes et contribuent ainsi à la préservation d'espèces rares. Maintenant, la biodiversité est aussi le principal argument en faveur de la réintroduction et de la protection stricte des loups. Cependant, l'augmentation des attaques de loups entraîne des pertes si importantes chez les animaux de pâturage que de plus en plus d'éleveurs se voient forcés à renoncer à leurs troupeaux. Le loup cause donc non seulement des dommages à la diversité de la nature, mais il n'apporte pas non plus de bénéfices évidents. Le centre de compétences du loup reproche souvent aux éleveurs de ne pas protéger suffisamment leurs animaux. Pourtant, dans la pratique, les mesures de protection établies à cet égard ne constituent pas des obstacles suffisants pour les loups. La combinaison d'une clôture électrique et d'un chien de protection est par exemple une mesure très répandue pour protéger les troupeaux d'animaux contre le loup. Les clôtures électriques, par exemple, doivent avoir une hauteur de 1,20 m selon le centre de conseil allemand sur le loup. Pourtant, en septembre 2017, une louve a sauté une clôture électrique de 2,70 m de haut dans un parc animalier en Allemagne. L'expérience française montre que 90% des moutons tués étaient dans des troupeaux qui avaient été protégés par au moins 2 mesures de protection. L'écologue Laurent Garde, expert en élevage en pâturage, a été pendant de nombreuses années l'interlocuteur public en matière de protection des troupeaux pour le compte du ministère français de l'Environnement. Voici le résumé effrayant qu'il tire de sa pratique. Le loup réagit aux mesures de protection comme des rats de laboratoire dans un labyrinthe. On lui a appris pendant des années à contourner les obstacles pour obtenir la récompense. Et c'est grave, parce qu'on a créé une sorte de monstre biologique qui n'a plus rien à voir avec un loup vivant à l'état sauvage. D'autres témoignages montrent à quel point les loups deviennent dangereux lorsqu'ils s'habituent à nous, les humains. Le professeur Valerius Geist, un biologiste canadien de la faune âgé de 80 ans, a cru pendant des années que les loups étaient des animaux craintifs. Il a vu cela démenti lorsqu'une meute de loups a établi son territoire dans son village au Canada. En se basant sur sa propre expérience et sur d'autres rapports similaires, le professeur décrit en 7 étapes le comportement des loups à proximité des zones d'habitation humaine. Les loups apprennent en observant constamment. Au début, les animaux explorent timidement un nouveau territoire, mais au fur et à mesure qu'ils s'en approchent, ils perdent leur peur de l'homme. Les loups ne perçoivent alors plus les hommes comme une menace. La conclusion bouleversante du professeur est la suivante.
Nous savons maintenant, et nous le savons depuis des siècles, que les loups libres qui ont besoin de nourriture et qui sont en train de s'habituer aux humains vont finalement commencer à explorer les humains comme proie alternative. Examinons de plus près ces étapes du comportement du loup à proximité de l'homme, selon le professeur Valerius Geist. Premièrement, recherche timide de nourriture la nuit dans les décharges publiques. Deuxièmement, incursion nocturne à proximité des villages. Troisièmement, incursion diurne à proximité des habitations, observation des hommes à distance de sécurité. Quatrièmement, attaque de moutons, de chiens et de petits animaux domestiques, même de jour, même à proximité des habitations. Cinquièmement, reconnaissance et poursuite de gros bétail et de cavaliers. Il arrive que les cavaliers soient encerclés ou que les loups observent les habitants des maisons par les fenêtres proches du sol. Sixièmement, les loups qui semblent apprivoisés s'approchent des humains. Il peut arriver qu'ils tirent prudemment les bras et les jambes. Il s'agit d'approches incertaines, presque ludiques. Cependant, les animaux se retirent encore en cas de résistance. Les loups commencent à reconnaître une proie dans l'homme. Septièmement, les loups ont définitivement perdu leur timidité. Il peut arriver qu'ils attaquent les humains, même si ces attaques sont encore maladroites au début. Sur la base des témoignages alarmants suivants recueillis en Basse-Saxe, nous voyons que cette sixième étape est déjà atteinte dans notre pays. Mi-2016, un loup se déplace de manière ciblée et sans crainte le long d'une route en direction d'une sportive. Un agriculteur avec un tracteur a porté secours à la femme. En hiver 2016, un jogger n'a d'abord pas remarqué deux loups qui s'approchaient car ils portaient des écouteurs. Il a ensuite senti un mordillement sur sa main. Pris de panique, il s'est mis à crier et à chasser les animaux à coups de pieds et de branches. En février, un incident s'est produit lorsqu'un loup, en grognant et en se baissant pour sauter, a voulu disputer son chien à un petit garçon. L'intervention courageuse de la grand-mère a permis d'éviter le pire. Cependant, l'enfant est resté longtemps traumatisé, en proie à des cauchemars et ne voulait plus aller à l'école. En février 2018, un loup a traversé un village en plein jour et est passé devant une école maternelle. Ces quelques exemples montrent clairement qu'il est irresponsable de minimiser et de passer sous silence les dangers du loup. Les visiteurs d'un parc animalier, par exemple, reconnaissent les enclos des loups à leur clôture métallique extrêmement haute et stable, sécurisée à plusieurs reprises par des fils électriques. Les projecteurs et les sas d'accès pour les personnes et les véhicules rappellent fortement les images des prisons de haute sécurité. Cependant, selon les organisations de protection de la nature, lorsque des loups en liberté s'installent dans des champs de maïs à côté d'habitations, les parents n'ont pas à s'inquiéter pour leurs enfants qui jouent dans le jardin. Il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes aient déjà peur d'aller en forêt. Le fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, exprime cette réalité de la manière suivante. Pourquoi ni le ministère public ni aucun système judiciaire ne s'émeuvent-ils de s'opposer à un bain de sang humain qui a manifestement lieu? Font-ils même partie de ceux qui tirent les ficelles? Jetons un coup d'œil dans le passé. Comment était-ce à l'époque où les loups étaient plus répandus en Europe? Ce n'est pas un hasard si le conte du petit chaperon rouge est né en France. Jusqu'au XIXe siècle, le loup y était considéré comme un grand danger. Il s'attaquait à toutes les espèces d'animaux d'élevage comme les bovins, les moutons et les chevaux et ne s'arrêtait pas aux hommes. Aujourd'hui, on a tendance à occulter ces faits. De nombreux historiens démystifient la fable du gentil loup. L'historien Jean-Marc Morisseau a ainsi découvert, sur la base de relevés d'archives, que les attaques de loups ont fait jusqu'à 240 morts et environ 400 blessés par an en France entre la fin du Moyen Âge et le début du XIXe siècle. Le nombre de cas non recensés est probablement bien plus élevé. Au vu de ce fait historique, les phrases rassurantes prononcées aujourd'hui par les associations environnementales, comme par exemple « les loups n'ont pas besoin d'être à l'état sauvage et vivent avec nous dans les paysages ruraux ». C'est pourquoi l'observation d'un loup à proximité des habitations n'a rien d'inhabituel en soi. Qui a intérêt à passer ainsi sous silence les risques pour la population?
Des faits historiques graves ont également été rapportés en Russie. Au début de la Seconde Guerre mondiale, tous les hommes valides des villages ont été appelés au front. Parallèlement, toutes les armes de chasse ont été confisquées, laissant les femmes, les enfants et les personnes âgées totalement sans défense. Les loups ont réagi très rapidement, ce qui a entraîné de graves prédations sur le bétail et une vague d'attaques mortelles sur les villageois, en particulier sur les enfants. De tels témoignages d'attaques mortelles de loups n'ont pas seulement été censurés par le gouvernement russe de l'époque, mais les responsables occidentaux actuels semblent également tout faire pour que la population ne soit pas informée de telles attaques par les loups. Actuellement, il existe en outre un autre danger passé sous silence, lié au loup. Il s'agit de l'hybridation. Le laboratoire indépendant allemand, Forgin, a analysé des carcasses de moutons. Les échantillons ont révélé un profil ADN qui désigne comme coupable des loups hybrides, en l'occurrence un mélange de loups canadiens et de chiens. En France aussi, ce sont plusieurs loups hybrides, tous issus de la même race de chiens, qui ont été trouvés responsables parmi 50 échantillons de blessures. Ces indices évidents d'un élevage ciblé et de l'implantation de loups hybrides reproduits artificiellement ont été confirmés par un autre laboratoire indépendant, ce que l'État nie pourtant avec véhémence. Le fait suivant, tiré de l'histoire, rend l'affaire encore plus explosive. Pendant la guerre froide, on a élevé des chiens croisés avec des loups à des fins militaires, car ils sont extrêmement silencieux, plus intelligents que la moyenne, plus agressifs et moins craintifs envers les humains. Mais c'est justement pendant la guerre que les soldats ont vécu une merveilleuse victoire face à un danger plus fort que tout. Le New York Times a rapporté que pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux loups ont attaqué pendant des semaines les soldats sur le front, en Pologne et dans les pays baltes. La situation était devenue si insupportable que les commandants allemands et russes ont convenu d'une armistice. Les troupes des deux camps, en principe hostiles, ont alors combattu les loups avec succès. Cet événement montre que les forces contre nature ne peuvent être vaincues qu'en étant unies malgré les oppositions extrêmes. Mais actuellement, la problématique du loup divise la population en ville et à la campagne. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi le loup est protégé à ce point, alors qu'il ne s'agit en aucun cas d'un animal en voie de disparition. Entre 58 000 et 70 000 loups parcourent les vastes étendues du Canada et de l'Alaska. Pour la Russie, les chiffres cités sont de 25 000 à 50 000. Bien qu'environ 3 000 individus soient abattus chaque année au Canada et en Alaska, cela ne met pas en danger la population totale de loups. La déclaration suivante de Frank Müller, politologue, est donc la suivante. Comme on le voit aujourd'hui, on ne peut pas justifier les loups dans un pays densément peuplé, dont la Constitution repose sur les droits de l'homme et la responsabilité de l'État social. Il faut donc exiger des décideurs qu'ils s'engagent en faveur de ceux qui, selon les critères généraux, n'auraient en fait pas besoin du moindre élan particulier. Les loups doivent être complètement éliminés du paysage. Leur tolérance par l'État à grands frais administratifs doit cesser immédiatement, et ce, avant que le premier homme ne soit blessé ou même tué par des loups dans notre pays.